Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce 76e épisode de Dans les Gradins, ou l'épisode... Radek Bank, Mathieu. Père de Oliver Bank, qui joue avec... Les Qui Flyers? déjà, les Flyers? Ouais, les Flyers de Philadelphie. Ben, Oui, c'est ça. écoute, il était dans la OHL l'an dernier. Son père qui a joué avec les Sénateurs, notamment. Ouais. De 95 à 97 pour 76. Je vais te le laisser. Je voulais répliquer en disant Brady Shea. Évidemment, Piquet Subban, mais on l'aime pas, Piquet Subban. Fait que on va passer à autre chose. Je suis d'accord avec Radek Bank, Phil. Écoute, aujourd'hui, on ne parlera pas de banque, mais plutôt de bye-bye, parce que les Yankees éliminés de la post-saison de la MLB, les Blue Jays qui ont dominé. On parle justement des séries éliminatoires de la Ligue majeure de baseball dans quelques instants. Et avec la grande nouvelle du nouveau contrat à Connor McDavid, qui est de loin le meilleur contrat de l'histoire de la Ligue nationale, eh bien, on va s'échanger les 3 meilleurs contrats, selon nous, depuis l'ère du cap salarial, c'est-à-dire l'année 2005, à voir si on a des joueurs en commun. Je le crois pas. Mais j'ai bien hâte de voir. Moi, je suis allé fouiller. Moi aussi. j'ai creusé quand même. OK. On a bien creusé ici, bien sûr. Et évidemment, les segments sporadiques et nos 3 étoiles de la semaine pour bien terminer ce 76e épisode. Mais pour débuter, Phil, il faut en jaser. Les séries du baseball majeur ont ouvert l'œil à cette capacité-là des Blue Jays de jouer offensivement. Ça a été une série extrêmement dominante pour la formation torontoise qui va s'avancer là, justement dans cette deuxième ronde des séries-là. Mais qu'est-ce que tu en as passé de cette première vraie ronde des séries éliminatoires? Oui. Juste oui, Mathieu. Regarde, franchement, comme j'avais prédit Blue Jays en 5, t'avais prédit Yankees en 3. Donc, on sait c'est qui a eu qui était plus près du compte là-dessus. Mais écoute, c'est une agréable surprise dans tous les sens du terme. Je pensais que ça allait être beaucoup, beaucoup plus difficile. Je pensais que les Yankees allaient être plus tenaces dans cette série-là. Ça aurait même pu être 3 matchs. Ça aurait pu être que 3 matchs aussi. Il y a eu un petit laisser-aller du côté des Blue Jays. 6-1. Oh, excuse, 9-6. Pardon. Oui, c'est ça. Dans le 3e match, grosse avance de 6-1 justement qui a été complètement sabotée. Et puis, sinon, match numéro 4, on est revenu avec la même stratégie, le même vraiment effort collectif qu'on a vu pendant toute la série. Puis c'est ça que ça prenait du côté des Blue Jays. On l'avait mentionné, c'est ça que ça allait demander pour battre les Yankees. Tout le monde a participé. Les Blue Jays ont frappé plus de coups de circuit que les Yankees, qui est pour moi, ça c'est un exploit. Je ne m'attendais pas à voir ça du tout. S'il y avait un endroit où je pensais que les Blue Jays allaient dominer, c'était à ce niveau-là. Mais on n'a pas réussi à vraiment aller chercher la longue balle du côté des Yankees. On compte beaucoup sur ça. Puis quand on n'arrive pas à en frapper, ben, c'est là qu'on voit que l'offensive est un peu unidimensionnelle parfois pour cette équipe-là. Je pense qu'ils ont souffert de leur manque de diversité, les Yankees. Je pense que c'est un peu ça, justement, qui a donné l'avantage aux Blue Jays. Une équipe qui est juste mieux construite puis qui est capable de produire des points de plus de différentes façons. C'est ça qu'on a vu dans cette série-là. Et puis, j'étais inquiet, Mathieu, quand le match numéro 4 s'amorçait parce que je me suis dit, bon, regarde, ça nous a été annoncé que ça allait être une bullpen day. Puis bullpen pour les Blue Jays cette année, c'est pas toujours des bonnes nouvelles. Ça a été souvent même la cause de leur perte, justement. Mais ils se sont relayés avec brio dans ce match-là. On a réussi vraiment à contenir les Yankees tout au long du match avec ces lanceurs, ces releveurs-là qui vraiment là, sont... encore une fois, bel effort d'équipe. Et puis, on les a utilisés au bon moment contre les bons frappeurs. C'est un bullpen qui est quand même plus diversifié du côté des Blue Jays aussi, dans le sens qu'on a des lanceurs gauchers, des lanceurs droitiers. C'est toujours pratique en termes de match-up. Donc, je pense que ça nous a aidé aussi. Des bonnes performances, notamment de Mason Fluharty, Louis Varland aussi, qui a eu des bons moments. Donc, c'est un mix de tout ça. Puis, juste content de les voir en finale d'association. Puis,
ça va être un autre défi de taille qui va les attendre, là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est des signes encourageants pour les Blue Jays. Après cette victoire-là en 4 matchs sur les Yankees, pas convaincu que c'est toutes les équipes en série présentement qui auraient réussi à faire ça. Non, puis je pense que tout le monde était surpris de cette performance monstre-là offensivement. Puis ça a été mentionné notamment là, sur plusieurs chaînes sportives que la clé était et a toujours été de marquer de manière répétitive et de plusieurs différentes façons. On parle de gars qui ont vraiment relevé le défi, notamment, tu sais, on s'attendait à des choses de Guerrero, pas autant. On est d'accord que 3 coups de circuit en 4 matchs en série, c'est, ma foi, exceptionnel. On a des gars comme Varsho qui a un slugging percentage de 1000. Écoute, un gars comme Ernie Clement qui est là pour sa défensive, son habilité à défendre peu importe où il est sur le terrain. Et lui aussi a le 3e meilleur slugging percentage des post-saison du côté de la Ligue majeure du baseball. C'est ridicule. Ça a été une machine à coup sûr. Oh my God. Défensivement, il était super. Les erreurs ne venaient pas du côté des Blue Jays. Alejandro Kirk était Alejandro Kirk. Le seul match où il y en a eu, c'était le 3e. C'est celui qui ont perdu. Puis c'est là qu'il y a eu des petites erreurs défensives, mais rien de fatal quand même. Puis, sans mentionner aussi le brio de Kevin Gausman et de Trey Savage, qui est un sauvage. Cet homme-là va devenir le futur quand ça vient au lanceur des Blue Jays, et c'est clair. Ouais, moi, j'ai quand même une petite réserve de son côté. Comme présentement, il fait très bien, c'est clair, mais je me demande si dans, je sais pas, une année ou deux, peut-être la saison prochaine, lorsqu'il aurait été un peu plus étudié, peut-être par les équipes adverses, si justement son efficacité va diminuer. Parce que un des problèmes que les Yankees ont expérimenté avec ce lanceur-là, d'ailleurs, ils l'ont dit, je sais que Judge l'a mentionné par ailleurs, c'est que il y a, en anglais, ils disent une delivery. Donc, il y a une motion de lanceur qui est assez particulière, surtout dans l'angle où il va. Ben, son angle de release, dans le fond, le moment où l'endroit à laquelle il va laisser. La balle va quitter sa main. C'est quelque chose d'assez unique. Comme on voit très peu de lanceurs qui le font aussi haut. Vraiment, lui, c'est un lanceur qui est over the top, comme on dit. C'est un lanceur qui a une motion qui fait en sorte qu'il va relâcher la balle très, très haut. Donc, ça fait comme un angle qui est difficile à juger, un angle que les frappeurs ne voient pas souvent. Donc, de ce côté-là, je pense qu'il y a peut-être encore un peu l'élément de surprise. Donc, je sais pas, peut-être il bénéficie encore de ça, fait que ça biaise peut-être un peu plus les résultats en sa faveur. Mais ça reste que c'est un lanceur qui a démontré beaucoup de cran quand même, de s'insérer comme ça. Dans la formation, c'est un si jeune âge, puis bien évidemment, au moment où ça compte le plus, c'est des performances quand même encourageantes de son côté, puis j'espère que ça va continuer. Absolument. Et un autre lanceur qui a déjà fait ses marques, mais malheureusement a perdu le seul match où il a lancé dans sa série, c'est bien sûr Tarik Skubal. Dans cette série-là, Tigers-Mariners. Pas le meilleur match qu'on a vu de Tarik Skubal. C'était juste une défaite, évidemment, de 3-2. Cette série-là, qui, comme on l'avait un peu prévu, c'est extrêmement plate, mais c'est extrêmement serré. C'est pas un mauvais match. Non, du tout. De Skubal. T'as 5 bonnes manches, 2 points mérités. Mais il va être de retour, justement, au Monticule ce soir pour le match ultime. Il a donné, quand tu fais ça, tu peux dire que tu as donné une chance à ton équipe de gagner. Quand même. Absolument. Puis, juste que lui, il a des standards. C'est Tarik Skubal. Et écoute, on lui souhaite pour le match de ce soir. Gagnant va affronter les Blue Jays. C'est lui qui va l'être pour les Tigers. J'ai oublié qui c'est pour les Mariners. J'avais vérifié un peu plus tôt. Est-ce que c'est victoire Tigers? Est-ce que les Tigers vont choquer les Mariners ce soir, Phil? Parce que tout, bizarrement, revient dans les mains de Tarik Skubal, encore une fois. C'est ça. Écoute, c'est le meilleur scénario pour les Tigers. S'il y a un gars qui doit avoir la balle dans sa main pour ce match-là, c'est Tarik Skubal. Il n'y a aucun doute. Et puis, écoute, je pense qu'ils ont compté sur lui pour jouer des forts matchs tout au long de la saison.
Je ne verrais pas pourquoi ils ne pourraient pas le faire, encore. Mais cela dit, les Mariners seront à la maison. Donc, Mhm. Yep. ça va certainement aussi les avantager de ce côté-là. Il n'y a pas de doute l'ambiance d'un match numéro 5. Puis, écoute, ma prédiction au début, c'est les Mariners. Je pensais que ça allait être plus facile. Mais je vais rester avec les Mariners probablement dans un match encore serré, il faut le dire. Donc, j'imagine qu'on ne verra pas nécessairement beaucoup de points produits dans ce match-là. Mais je vais aller avec les Mariners. Je vais garder cette équipe-là pour s'en sortir. OK. Même si les Tigers m'ont impressionné. Oui, ben les Tigers vont même me faire changer d'idée sur ma prédiction initiale des Mariners en 5, je pense, parce que j'ai tellement confiance en Tariq. C'est un gars, clairement, il a pris. Écoute, on l'a vu faire ce qu'il avait à faire justement dans la première ronde des séries pour se rendre justement aux vraies séries éliminatoires. C'est grâce à lui que les Tigers ont remporté 3-1 pour se faufiler face aux Mariners. Et si vraiment je dois donner confiance à quelqu'un, c'est Tariq Skubal. All day, every day. J'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir produire ce soir. Et ce serait idéal aussi pour les Jays d'affronter les Tigers. Et même si c'est les Mariners, malheureusement, je pense pas qu'une des deux équipes a une chance face aux Jays, qui sont vraiment la meilleure équipe des séries présentement. Ça va être difficile de les battre. Évidemment, il faut affronter une équipe en finale aussi. Et c'est là où ça se corse parce que, bon, on a encore ce match Cubs-Brewers qui doit se faire demain, qui sera samedi, bien sûr, le 11 octobre. Ça va être, encore une fois, on l'avait prédit, ce sera une série qui va se rendre à la limite. Une série, encore une fois, pas nécessairement plate, beaucoup moins plate que cette série Tigers-Mariners. Beaucoup d'échanges des deux côtés. Mais c'est pas une série où on a vu les lanceurs vraiment se relever à la tâche, notamment Freddie Peralta qui n'a pas nécessairement connu un bon match pour les Brewers. On s'attendait que ce serait lui qui allait remporter le 4e match, finir cela. Les Brewers finalement remporteraient la série. Mais là, on prend en avance de 2-0 et les Cubs qui reviennent remportent le match 6-0 hier. Ça va. Est-ce que tu gardes cette prédiction? 6-3 hier? Si je ne me trompe pas, c'était 6-0, okay. Mais attends, je peux revérifier. Okay. Est-ce que je garde ma prédiction? Oui, c'est vrai, j'avais prédit les Cubs J'avais prédit les Cubs en 5. Non, c'était bel et bien 6-0 hier. 6-0, OK. Brewers, ouais. OK. Je sais pas où j'ai vu ce 6-3-là, mais merci. La prédiction Cubs en 5, écoute, les Cubs viennent d'en remporter 2. C'est parce que ça arrive tellement rarement qu'une équipe revient de puis, tu sais, on se dit, ben, regarde, écoute, c'est 2-2, c'est un coin toss à ce moment-là, c'est pile ou face. Mais en vrai, comme les statistiques diraient autrement, parce que c'est ça, c'est typiquement une équipe qui mène 2-0 va l'emporter, même si c'est en 5. C'est ça. Je pense que la dernière fois que c'est arrivé, ça fait quand même peut-être presque une dizaine d'années. Donc, ça va prendre un effort de taille, je pense, pour les Cubs. Les Brewers seront à la maison aussi. Ils ont eu le bénéfice, les Cubs, de jouer les 2 derniers matchs devant leurs partisans. Je pense que ça leur donnait de l'énergie aussi. Mais écoute, les Cubs, pour moi, c'est une équipe qui a beaucoup de bonnes armes, notamment offensives, puis défensives aussi. Je pense que côté infield, ils sont très, très forts, les Cubs. J'aime beaucoup Swanson. J'aime beaucoup Crow Armstrong aussi. Crow Armstrong, c'est un joueur d'équipe. Ouais. Ça paraît. C'est un gars qui est là pour gagner. Une révélation cette année, Crow Armstrong. Ouais, une révélation. Ça fait quand même quelques années qu'il se développe avec les Cubs, mais je pense que vraiment cette saison, il a fleuri encore un peu. Et puis, c'est un joueur d'équipe. Ce que je veux dire, c'est qu'on l'a vu essayer des bonnes à quelques reprises dans cette série-là. Puis, c'est pas parce qu'il n'est pas capable de la longue balle ou de frapper un gros coup sûr. C'est juste que c'était ça la meilleure chose à faire dans cette situation-là. Puis, si ça fait avancer les gars sur les buts, parfois aussi, il y a une chance de se rendre au premier but parce qu'il est rapide. Donc, il est conscient de ça. Il fait les meilleures décisions pour son équipe. Juste une équipe qui joue du bon baseball pour moi, les Cubs présentement. Je ne sais pas si ça va ralentir un peu cette tendance-là avec le retour à Milwaukee. Ça va être un match sérieux, un match compliqué.
Je vais y aller avec la statistique, je pense, puis je vais dire que les Brewers vont s'en sortir. Bon, ma prédiction initiale, c'était les Cubs en 5. Ça a encore une très bonne chance de se produire. C'est possible. Ouais, écoute, j'avais prédit Brewers en 5 au début. Je crois que je vais rester avec cette prédiction aussi parce que j'ai oublié de le mentionner, mais Jacob Mezierowski sera sur le monticule pour les Brewers à la maison. Et ça, c'est pas à prendre à la légère. Hein. C'est quelqu'un qui était là pour le joueur par excellence avant sa blessure du côté de la nationale. Ce sera pas facile, certes. Mais ça, c'est bien sûr à voir. Le dernier match, ce sera demain. Des balles rapides à 104 constamment. C'est un monstre. C'est beaucoup. Lui, il amène beaucoup de vélocité. Ouais. Même ses sliders sont comme à 90. C'est ridicule. Fait que, watch out. Quand même, un grand colosse de 6 pieds 7. Je pense que ça va être probablement le problème principal pour les Cubs dans ce match-là. Ah, sans aucun doute. Et le problème des Phillies hier a été Orion Kerkering. Parce que je voulais le garder pour la fin. C'était l'erreur. Peut-être la décennie pour les Phillies. Je vous mets en contexte pour ceux et celles qui n'ont pas vu le match. Un match qui est à 1-1, bas de la 11e manche, coureur aux extrémités, Max Muncy qui prend sa chance, s'avance au deuxième but, après justement avoir avancé le coureur du côté des Dodgers. Il y a 2 retraits d'ailleurs à la manche, et souvent quand il y a 2 retraits et tu reçois cette balle-là pour un lanceur, tu l'envoies directement au premier but. Eh bien, Orion Kerkering, qui a un caillot dans le cerveau, littéralement, alors que c'était le 9e frappeur de rotation pour les Dodgers. Pardon, j'oublie son nom vite fait. Il va ne pas lancer au premier but, mais plutôt opter de lancer au marbre et va complètement rater son tir. C'était clairement une situation où il était sous pression, ne voulait pas gaffer. Même si le lancer se rendait, c'était trop tard. Ouais, si le lancer était précis, c'était trop tard. Le premier but aurait été de loin la meilleure option. C'est la seule option. C'est la seule option d'ailleurs, oui, absolument. C'est trompé. Et va donner le match complètement aux Dodgers qui vont le prendre avec plaisir parce que les Phillies leur a donné beaucoup plus de fil à retordre qu'ils pensaient avoir dans cette série-là. Ouais, puis c'est là qu'on voit aussi que les lanceurs, comme, tu sais, il faut toujours être prêt en tant que lanceur à devoir. Un lanceur, c'était aussi un fielder. C'était aussi absolument. Un joueur de champ. On l'oublie parfois, mais il doit toujours être prêt à être appelé à l'action, justement, autre que juste lancer dans un match. C'est vrai que ça n'arrive pas souvent, nécessairement, mais ce genre de petite balle-là, vraiment une balle très courte, même devant le monticule. On va faire une démonstration. Comme ça sera plus visible. Orion Kerkering, là, il vient de lancer sa balle, attend patiemment. Évidemment, il est hors ballon. On va y donner ça. Okay? Oui. Il était hors ballon. Je suis pas mal sûr aussi. Ça venait vers son gant alors qu'il tournait. Il est droitier, absolument. Donc la balle est du côté comme qui est désavantageux parce qu'il finit sa motion de l'autre côté. Fais le play-by-play, je vais animer le geste. OK. Je sais plus c'est quelle balle. Le tir de Kerkering. Kerkering, la rapide. Oh, c'est cogné légèrement vers le lanceur, se tourne, choisit de tirer au marbre et non. Oh, la balle qui vient de rater complètement le receveur. Seigneur. Quel désastre. Quel bourde. Là, je peux pas lancer la balle parce qu'il y a des caméras devant nous, mais la balle qui a vraiment été... Ça, c'est l'angle parfait, tu sais. Directement devant la caméra, c'est l'angle parfait. Ben moi, je la lance là-bas. T'sais, elle va pas à la bonne place complètement. En tout cas, je t'ai fait un play-by-play. Le receveur n'a aucune chance de capter cette balle-là, essentiellement. Dodgers vont tout remporter. Oui, c'est ça. Les lanceurs, soyez prêts. Vous savez jamais quand est-ce que la balle peut vous trouver. Soyez prêts. C'est ça. Quand ça coûte une saison de 162 matchs, c'est dommage. C'est extrêmement dommage, mais donc les Dodgers qui vont attendre le résultat de ce match Cubs-Brewers. Évidemment, les Jays qui vont attendre le résultat du match Tigers contre les Mariners. Du baseball qui est toujours à jouer, mais c'est toujours plaisant de voir des matchs se rendre au match ultime. Côté LNH maintenant, avant d'entrer dans nos meilleurs contrats depuis 2005, Phil, il y a une raison pourquoi tu me tapes ses nerfs aujourd'hui en mettant ta casquette des Penguins de Pittsburgh. Cette raison est derrière nous. Notre pari c'est juste pour matcher avec la table.
Ah ouais, c'est ça. On voit même pas la table sur nos écrans, c'est correct. Parce que Phil, présentement, tu domines après 2 matchs de la Ligue nationale de hockey, la marque de 6-3. Et ça, c'est notamment grâce au grand Justin Brazeau qui a inscrit 3 buts en 2 matchs. On n'en parle pas plus qu'il faut. C'était vraiment juste ça que je voulais dire. Il vous faut un update des fois. Zachary Bolduc qui a marqué 2 buts aurait dû en marquer 3. On en parlera un peu plus tard, whatever. Ça n'a jamais dévié sur Albert Johansson, cette affaire-là. Oui. Non, Oui. man, Ça n'a pas touché à Bolduc. Ça l'a touché à Bolduc. Ça devrait être 6-4. Non, ça devrait être 6-4. Et Noah Dobson qui a marqué son premier point ils avec ont le comme CHL. 3000 caméras pour revoir la séquence. Ouais, et pourtant, ils sont tous trompés. Non. Quand ils font une correction comme ça, c'est parce qu'ils sont sûrs de leur shot. Regarde, Anthony Manta qui a pogné une deuxième mention d'aide en 2 matchs. Harrison Brunick qui a marqué. Whatever, on passe à autre chose. Premier but de sa carrière. Félicitations. Brunick, ça va être un bon joueur, man. Oui. Moi, j'ai beaucoup de foi en ce jeune joueur-là. J'ai découvert hier qu'il avait un très bon release. Oui, Brunick. Donc, à surveiller, je pense, pour les Pingouins cette saison. Est-ce qu'il va jouer plus de 9 matchs? Ça, c'est encore un point d'interrogation. Parce qu'il y a d'autres options pour le remplacer. Mm-hmm. Et c'est possible que ce soit un genre de joueur aussi qu'ils aimeraient avoir pour l'équipe Canada Junior. Donc, possible qu'on ne le voit pas pour très longtemps, malheureusement. Quel dommage. Au moins, il est on the board. Ça. Oui, bon. Absolument. Et va y rester tout au courant de l'année. Yes. Lorsqu'on parle, bien sûr, des meilleurs contrats depuis 2005, et là, je vous rappelle le contexte, Connor McDavid qui vient de signer un contrat de 2 ans à 12,5 millions, ça fait aucun bon sens. Le message est clair, gagnez-moi une coupe ou je dégage. Pas mal ça qu'on dit du côté de Connor McDavid. Et grâce à ça, on a décidé de faire nos recherches et trouver les meilleurs contrats depuis 2005, c'est-à-dire l'ère du cap salarial. Phil, j'ai une mention honorable pour nos 3 contrats qu'on va se présenter à l'instant, qui est celui de Nathan MacKinnon. Son contrat de 7 ans à 6,3 millions va signer son extension. Oui. Un contrat qui lui a gagné plusieurs trophées individuels, contrat qui a gagné la Coupe. Oh mon Dieu, a aussi permis de signer Cale Makar à un contrat de 9 millions. Si ce cap-là n'existait pas, eh bien, malheureusement, pour l'Avalanche, probablement que la Coupe n'aurait pas existé. Même chose pour Gabe Landeskog. Fait qu'un excellent contrat pour Nathan Mack pour un peu débuter sa carrière professionnelle. Évidemment, là, son contrat est quand même de 12 millions pour les 2 prochaines années, si je ne m'abuse. Mais c'était ma mention honorable. Je te laisse commencer avec ton premier contrat. OK. Mon premier, c'est certainement le joueur le plus standard. Je te dirais, c'est pas nécessairement un nom qui va t'étonner, je crois, Mathieu. Okay. Patrice Bergeron. Ouais, qui c'était le troisième sur ma liste. Et puis, j'aurais pu mettre Crosby dans cette liste, mais j'ai choisi de le mettre parce que je voulais pas aller dans le trop évident, mais je pense que Patrice Bergeron, il y a des gens qui réalisent pas nécessairement à quel point ce gars-là était juste l'opposé d'égocentrique. Il y a des joueurs dans le circuit, on se le cache pas, qui ont des très gros égos, qui cherchent les gros paychecks. C'est commun de nos jours. Et puis Patrice Bergeron, c'est juste complètement à l'antipôle. Un joueur qui est tellement accompli dans ce circuit, tellement respecté. Patrice Bergeron aussi. Et puis, je parle particulièrement... il a été sous-payé toute sa carrière, mais en particulier son contrat de 8 ans, 6,5 millions annuellement. C'est du vol avoir Patrice Bergeron à ce contrat-là pendant 8 ans. Juste un leader phénoménal. Je pense que son contrat en témoigne aussi. La plus grande chose que tu peux faire pour une équipe à l'extérieur de la patinoire, selon moi, c'est de sacrifier ton salaire. Parce que c'est un sport qui est physique, le hockey. C'est un sport qui est extrêmement demandant.
Et il y a une raison pourquoi ces gars-là empochent des gros salaires, parce qu'ils prennent des risques en jouant au hockey. Il y a des joueurs qui ont eu des blessures qui les ont incapacités pour le reste de leur vie. Ouais. C'est arrivé, c'est pas hors du commun nécessairement. Et c'est pour ça qu'on voit des contrats de ce genre-là. Mais de reconnaître que, garde, OK, je peux me contenter de mes 6 millions parce que quelque part, c'est le but aussi d'être un professionnel, c'est pas juste de gagner de l'argent, c'est d'aller jusqu'au bout, de gagner l'ultime récompense dans le sport, qui est la Coupe Stanley. Et puis Patrice Bergeron était plus conscient de ça que quiconque, je crois, avec ses 6 millions. Il aurait pu avoir aussi facilement 9-10, je pense. Le Canadien, si je ne me trompe pas, lui avait offert 9,5 millions à cette époque-là où il a signé. Et puis, il avait déjà remporté aussi 2 Selkie, une coupe également à son nom à l'époque où il a signé ce contrat-là. Je pense que c'était 2014-15, quoique je ne suis pas certain. Et Patrice Bergeron, c'était un joueur de hockey exceptionnel. Peut-être pas un gars qui allait de ramasser des énormes totales de points, mais tout ce qu'il fait, quand même. C'était dans le 70-80 à chaque saison. Oui, toujours respectable, toujours fiable à ce niveau-là, plus que respectable même. Ouais. C'était des points pratiquement garantis, assurés. Vraiment un joueur sur qui on pouvait compter, Patrice Bergeron. Et non seulement pour récolter des points, mais pour tout ce qu'il faisait sur la patinoire. Je pense qu'il est terminé avec combien de Selkie? Est-ce que c'est 6? C'est justement là où j'allais. 1, 2, 3, 4, 5, 6 exactement. 6 Selkie. Le dernier, en prenant sa retraite, pourquoi pas en 2022-2023. Un homme d'excellence. Dans sa dernière saison, 58 points en 78 matchs. Sa dernière saison, il a commencé sa carrière en 2003-2004. C'est quoi son plus haut total de points en carrière par 79. 79, OK. Mais il était toujours constant quand ça venait au point. Puis, il y avait sa saison 79 points, il l'a fait en 65 matchs. C'est l'arrivée de David Pastrnak sur ce trio-là avec Brad Marchand. Soit dit en passant, ce trio-là complet faisait 20 millions. Ça fait aucun sens. Ouais. C'était dégueulasse pour les Bruins de Boston et non, amplement mérité. Ça aurait pu être 20 millions juste pour 2 d'entre eux. Oui. Ouais. C'est un gars que j'ai décidé de mettre parce que c'est tellement populaire et tellement... Je dirais pas que c'est connu, mais genre, je vais aller plus loin, mais clairement que Patrice Bergeron était probablement le meilleur contrat qu'il n'y a pas eu depuis des années là, du côté de la Ligue. Yeah. Mon premier joueur, j'ai 3 gars que tu vas connaître le nom assez facilement, je crois, mais qui méritaient beaucoup plus. C'est Joe Thornton, Phil, que j'ai sur ma liste. OK. C'est pourquoi. Joe Thornton, dans sa carrière, a eu 3 contrats de courte durée entre 2005 et 2014 dans son prime et n'a jamais fait plus que 7,2 millions. Et ça, c'est un gars qui faisait 5 millions dans son premier contrat quand il avait marqué 125 points là, entre les Bruins de Boston et les Sharks de San Jose. A continué de répéter le sort pendant 5 saisons consécutives en marquant beaucoup plus qu'un point par match. Un gars qui amène tout le temps son équipe profondément en série, même dans l'ère Nabokov où il n'y avait pas nécessairement de support avec Patrick Marleau, un peu de Jonathan Cheechoo et ses 56 buts, grandement grâce au meilleur playmaker de notre ère, selon moi, en Joe Thornton. Écoute, c'est un gars qui faisait beaucoup plus que son argent le démontrait, mais il est 3e parce que c'est un contrat de 7,2 millions qui, dans le temps, était quand même dans le top 25 de la Ligue. Oui. Mais aurait dû être dans le top 5, voire le top 3 des joueurs les plus payés de la Ligue, selon moi. Trophée Hart Ross et un trophée Hart en 2006 pour le prouver. Malheureusement, aucune bague pour l'amener jusqu'à chez eux en Ontario, le Joseph Thornton. Ouais, c'est bon. Mad Murray. All right. Ton prochain. Oui, prochain sur la liste, Mathieu. Je pense que ça, c'est le nom certainement le plus out there que je suis allé chercher. C'est un contrat d'une seule année, mais j'ai quand même trouvé que c'était pertinent de le mentionner. Je voulais un gardien aussi sur ma liste. Puis je suis allé chercher Thomas Vokoun, Mathieu. Où, là? Hein? Où, là? Thomas Vokoun avec les Caps. Sa seule saison avec les Caps. Ça va peut-être te surprendre. Il a signé un contrat d'1,5 million avec les Caps en 2011-2012, qui était
pratiquement le minimum qu'il pouvait demander. Et puis, Thomas Vokoun, c'est quand même un gardien qui est, je dirais, pas un gardien méconnu, mais un gardien qui a quand même passé un peu sous le radar, je te dirais, dans sa carrière. OK. Un gardien, pour moi, qui était de qualité, qui était parmi les gardiens toujours fiables de son époque. Puis ça, malgré le fait qu'il jouait avec une équipe des Panthers aussi pendant un certain temps qui était juste correct. Nashville n'était pas nécessairement meilleur non plus. Nashville non plus. Donc, oui, c'est un gardien qui était un peu dans l'ombre, dans un sens. Puis il avait mené de très, très bonnes statistiques aussi sur 4 ans avec les Panthers. Pendant que je trouve ça ici, je pense que c'était 919, 926, 925, 922. Quand même, OK, wow. Oui, comme pourcentage d'efficacité. Et ce, avec des fiches perdantes dans certains cas. Ben oui. Donc, Keith Ballard et Mike Weaver, les meilleurs défenseurs de l'histoire. Oui, justement. Puis avec Nashville aussi, très bonne statistique aussi. On était toujours là pratiquement dans le 910 ou plus haut. Finit sa carrière aussi avec une efficacité globale de .917. Donc, un gardien qui a atteint 300 victoires en carrière, malgré le fait qu'il ne jouait pas pour des grosses équipes également. Puis, c'était pas compliqué du côté de Thomas Vokoun, je pense. Il avait 34-35 ans à l'époque. Il faisait 5 millions, je pense, avec les Panthers, ce qui était probablement ce qu'il méritait. Ouais. Et puis, par la suite, je pense qu'il aurait très facilement pu aussi aller chercher encore un autre contrat de 4-5 millions, justement, pour quelques années encore. C'est un gardien qui en avait encore à donner dans ces années-là. Il voulait gagner une coupe. À 35, 36 ans, 916, 919 d'efficacité. Les moyennes de buts alloués aussi qui restent autour du 2,5. Donc, tout ça, c'est très, très bon. Et puis, l'intention dans son cas, c'était de gagner une coupe. C'était pas compliqué. Il s'est dit, je vais tenter ma chance avec les Caps. C'était pas le bon choix, malheureusement pour lui. Il était un peu trop tôt, quand même. T'as dit 2011? 2011-2012, ouais. OK, mais les Caps. Ah ouais, non, les Caps sont pas faits. Quelques années trop tôt, ouais. Quand même. Mais ouais, je trouvais que c'était un nom qui était intéressant à mentionner. Puis j'ai aussi ressorti, par exemple, là, les statistiques des gardiens de but de ces années-là. Il y a des très bons noms là-dedans aussi. Thomas Vokoun était à 917 d'efficacité, donc ce qui est sa moyenne en carrière d'ailleurs cette année-là. Et puis, il était devant des gros noms en termes d'efficacité. Cam Ward, Ryan Miller. Ryan Miller en 2011. Marc-André Fleury. Carey Price. Ça compte tous pas. ces gars-là. Et ça avec 35 matchs joués, Mathieu. Donc, ça fait beaucoup de gardiens d'excellence quand même qu'il a devancé au cours de cette saison-là. Donc, je pense que c'était peut-être un gars qui n'était pas nécessairement apprécié à sa juste valeur, puis qui méritait là quand même. Tu parles de quoi, là? 2011-2012 ou 2010-2011? 2011-2012. Ouais. Ah, dommage. OK, c'est bon. Parfait, voilà. J'ai compris. Okay, c'est dit. Cool. Ouais. J'ai aussi un gardien sur dans mes 3 joueurs des meilleurs contrats. Mm-hmm. Ce n'est pas Thomas Vokoun, c'est un gardien qui, en 3 ans, a été le meilleur gardien de la Ligue dans un contrat où il gagnait 3,3 millions. Je parle de Mika Kiprusoff, l'un des gardiens les plus sous-estimés de l'histoire de la Ligue. Mm-hmm. Et en parlant d'équipe juste sous, il n'y a pas rien d'autre à dire. Les Flames de Calgary qui, après leur présence en finale contre le Lightning et une défaite crève-cœur grâce à Martin Saint-Louis, d'ailleurs, qui est venu sauver les bornes pour la formation du Lightning de Tampa Bay, et bien Kiprusoff s'est fait offrir un contrat. Après cette performance monstre, d'ailleurs, en séries éliminatoires, Kiprusoff a dit oui à un contrat de 3,3 millions pour 3 ans. Ça fait aucun sens. Mais Phil, durant ces années-là, de 2005 à 2008, il a un Vezina, un autre fois finaliste du Vezina, un William Jennings, 2 matchs, 2 présences au match des étoiles, donc un joueur étoile de la Ligue, une fois finaliste du trophée Hart pour le meilleur joueur de la Ligue, et un total de 121 victoires en 3 saisons, tout en jouant en moyenne 75 matchs par saison pour les Flames de Calgary. Cet homme-là était
inarrêtable et a complètement genre backpacké son équipe aux séries éliminatoires pendant 3 saisons, perdant en 7 matchs, 6 matchs et 7 matchs en première ronde des séries les 3 ans. C'est dommage, mais Mika Kiprusoff largement méritait son contrat. Je me souviens que dans ces années-là aussi, il y avait une courte bataille pour qui était le meilleur gardien de la Ligue. Tu avais Yevgeny Nabokov qui venait tout juste de fracasser le record pour le nombre de victoires dans une saison, si je ne m'abuse aussi. Ouais. Tu avais Mika Kiprusoff, 2 gardiens qui ont arrivé sur la scène un après l'autre, qui sont tranquillement devenus des piliers pour cette position-là. Mais à part ces deux-là, il n'y avait pas nécessairement personne qui... Tu sais, tu avais le Martin Brodeur, mais tout le monde le connaissait, Martin Brodeur. On commençait à comprendre que bon, son équipe était un peu moins bonne et donc lui performait moins bien aussi. Ça paraissait sur la glace. Ouais. Mika Kiprusoff, pour cette saison-là, était le meilleur et avec un contrat de 3,3 millions pour un gardien de cette envergure-là, tu peux pas nécessairement chialer. C'est difficile à battre, en effet. José Théodore, en passant, faisait 5,5 millions ces années-là. Ouais. All right, on peut passer à autre chose. Ouais. Dernier sur ma liste, Mathieu, puis j'ai triché un peu. Je suis sorti juste un peu de l'air cap salarial. C'était l'année avant le lockout. Donc, c'est Paul Kariya, Mathieu, qui est sur ma liste. Juste parce que l'histoire était intéressante aussi du côté de Paul Kariya. C'est un gars qui gagnait 10 millions avec les... C'est vrai? Oui, il gagnait 10 millions avec les Ducks d'Anaheim dans ces années-là. Et puis, une équipe des Ducks qui était quand même assez redoutable à cette époque aussi, qui n'a pas gagné, qui a gagné un peu plus tard, 2006. 7, oui. Kariya qui n'était plus là à ce moment. Mais essentiellement, ce qui s'est passé de ce côté-là, c'est que on sait que Paul Kariya était un bon coéquipier de Teemu Selanne, 2 bons amis qui avaient évolué ensemble avec les Ducks. Et il y avait une occasion pour ces deux-là d'être réunis, mais potentiellement probablement pas à Anaheim, parce que du côté de Kariya, il aurait fallu accepter un contrat de 7 ou 8 millions juste pour qu'il y ait une chance que Teemu veuille revenir aussi. Puis Selanne, lui, s'est dirigé plutôt du côté de l'Avalanche du Colorado. Je pense qu'il était avec les Sharks dans son cas. Et c'est ça, Kariya, sachant que son coéquipier d'époque se dirigeait vers le Colorado, a voulu faire de même, a voulu emboîter le pas. Et pour ce faire, a accepté une énorme pay cut, Mathieu, parce que je ne sais pas s'il méritait ces 10 millions nécessairement. Ah, t'es un gars de 100 points par saison. C'est un gars de 100 points quand même, c'est vrai. Mais de passer de 10 millions à 1,2 millions la saison prochaine, Mathieu, c'est quelque chose qui sort tout droit d'un conte de fées. C'est presque du jamais vu. Donc, près de 9 millions là, en moins pour Paul Kariya cette saison-là. Il a fini par rester seulement 1 an avec le Colorado. Par la suite, il a quitté. Et tout ça pour perdre en quart de finale également dans son cas. Mais ça reste que c'est un joueur qui méritait beaucoup mieux que ça. Un des joueurs mémorables, certainement, du début des années 2000 dans la LNH. Il n'y a aucun doute. Et on les a hués solidement aussi, Selanne et Kariya, lorsqu'ils sont retournés à Anaheim au Arrowhead Pond, comme ça l'était à l'époque. Et écoute, 2 gars qui ont joué un peu les fugitifs, mais qui ont tout fait pour être réunis, si tu veux, sur la patinoire. Finalement, ça n'a pas. Les dés n'ont pas roulé en leur faveur. Ça c'est drôle. Puis le pire, c'est que je regarde les stats à Selanne, puis je me souviens de l'avoir vu dans un gilet de l'Avalanche, mais je me souvenais pas à quel point il était mauvais. Sa production était de 32 points en 78 matchs avec le Colorado. La saison d'après, à Anaheim, 90. Ouais. Kariya aussi a eu une mauvaise année au Colorado. Peut-être en voulant... beaucoup moins pire. Un 36 points en 51 matchs. Ouais, mais il était blessé aussi, Kariya, je pense, cette année-là. Je pense qu'il y avait un problème avec son poignet. Mais je pense qu'ils ont voulu tricher le système un peu. Puis fonctionné. Des fois, le hockey te replace... les dieux du hockey. Oui, c'est ça. Les fameux dieux du hockey, c'est ça. Hey, premier sur ma liste, et je suis surpris que tu l'as pas.
c'est un autre gars de renom, puis là, on parle beaucoup plus des années un peu plus récentes. Là. Il s'est retiré en 2023. Duncan Keith, défenseur des Blackhawks de Chicago. Duncan Keith faisait 5,75 millions, si je ne me trompe pas, pour 2 ans avant d'avoir signé en 2010. Duncan Keith, évidemment, le défenseur numéro 1 des Blackhawks pour des dizaines d'années. Un pilier défensif, le meilleur défenseur d'organisation, de l'histoire de cette organisation-là. A signé un contrat de 13 ans, 72 millions en 2010. Et qu'est-ce qu'il a fait dans les 5 années suivantes? Eh bien, il a gagné 3 coupes, a gagné 2 trophées Norris, a gagné un Conn Smythe aussi en 2015 parce que c'était un gars qui performait énormément en séries éliminatoires, Duncan Keith. Une des énormes raisons de pourquoi ils ont 3 coupes. Toujours 20 points en séries éliminatoires pour les 3 conquêtes de la coupe. 3-3 d'ailleurs pour les Blackhawks de Chicago. Puis je me dis 5,54 millions quand tu viens de te faire vraiment connaître, tu étais aux Jeux olympiques en 2010, était une des faces des Blackhawks de Chicago, et tu prends une cote. Oui, c'est pour 13 ans, et pourquoi sûrement qu'il a signé pour ce montant d'argent-là. Contrat qui a terminé à ses 39 ans quand même pour Duncan Keith, après avoir revenu à Chicago, était aux Oilers pour finir sa carrière. Bizarre de trajectoire. Je me dis 5,54 millions pour le défenseur numéro 1 d'une franchise jusqu'en 2018-2019 avant qu'il finisse par régresser de son talent. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Et c'est un énorme contrat. Et écoute, les Blackhawks ne pouvaient pas être plus joyeux d'entendre ça. On a pu payer Jonathan Toews ses 10 millions aussi. Même chose pour Patrick Kane qui a eu un énorme contrat de 9, quelque chose. On aurait pu parler de Corey Crawford aussi, qui faisait pas nécessairement beaucoup d'argent. Martin Brodeur, qui faisait 5,5 millions au gros max pendant toute sa carrière, ce qui fait aucun bon sens. Bon sens, c'est stupide. Mais il y a eu des bons contrats depuis 2005. Yeah. J'ai été aussi faire des petites recherches pour ce qui se passait avant. Et j'ai su que Gordie Howe, lui, faisait à peu près 250... avec l'inflation, 250 000, je crois que c'est 27 500. Et ne savait pas qu'il était dans la moitié la moins payée de son équipe. Et donc, au moins la moitié des autres joueurs des Red Wings faisaient plus que lui. Et comment il l'a su, c'est que les Red Wings avaient signé un joueur, je ne sais plus c'est quoi son nom, et ce joueur-là, on avait dit de lui qu'il faisait au moins 50% de plus que Gordie Howe. Et évidemment, M. Howe a demandé pour une raise parce qu'il n'allait pas vivre sous les contrats désastreux des Red Wings parce qu'il était clairement le meilleur joueur de cette franchise-là toute façon. Mais ça, c'était pour honorer, bien sûr, le fabuleux contrat de Connor McDavid. On lui souhaite de gagner une coupe. Sinon, en 2027, il s'en va où? Qui sait? C'est difficile à prédire. Notre équipe canadienne, penses-tu? Je sais pas. J'espère qu'ils veulent rester proches. T'sais, au pire, il va à Calgary. C'est pas si loin que ça. Minnesota. Oh! Hey, ça serait deux cons. Bill Guérin, c'est sûr qu'il le ferait en plus. C'est un malade, Bill Guérin. C'est sûr qu'il le ferait. Écoute, nous, c'est le temps de passer à notre segment sporadique où on vous présente de l'actualité sportive un peu plus en dehors de l'ordinaire que l'habitude, ne regroupant pas les 5 sports principaux. Phil, qu'est-ce que tu nous as sorti dans l'actualité aujourd'hui? Écoute, Mathieu, moi, je suis allé du côté d'une intronisation au temple de la renommée paralympique canadien. Ça faisait longtemps qu'il y en avait eu, parce que je pense que la dernière, c'était en 2019 quand même. Donc, il y avait un certain moment qu'on avait accueilli de nouveaux athlètes parmi ce groupe-là. Et il y en a 3 qui ont été intronisés. Peut-être le plus renommé d'entre eux, sûrement Benoît Huot, qui est accompagné aussi de Sonia Godette et Todd Nicholson. Sonia Godette, c'est curling en fauteuil roulant et para-hockey sur glace pour Todd Nicholson. Et Benoît Huot, bien évidemment, qui est un nageur paralympique. Je pense qu'on dit paranageur aussi. Et c'est un gars qui a cumulé une multitude de médailles paralympiques, 20 médailles à son nom quand même, seulement côté paralympique.
30 podiums en championnat du monde également dans son cas. 9 médailles d'or, 5 d'argent, 6 de bronze. Pour ces Jeux paralympiques 2000, 2004, 2008, 2012, 2016. Donc, 5 participations distinctes, ce qui est énorme. Évidemment, juste de participer à 5 Jeux olympiques, c'est un exploit en soi. Puis il a été le porte-drapeau aussi du Canada à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Londres en 2012. Donc, un nageur vraiment qui fait sa place dans l'histoire, dans le patrimoine canadien à ce niveau. Et puis, c'est bien sûr quelque chose qu'on veut honorer. Que ça passe inaperçu, tout ça. Donc, ça faisait du bien de voir des nouveaux arrivants dans ce temps de la renommée paralympique. Ah, absolument, absolument. Toujours fier de nos para-athlètes, d'ailleurs. Bien sûr. Shout-out à Daniel Doris, bien évidemment. Oui. Écoute, Phil, ma nouvelle, c'est par rapport au sumo, la lutte sumo. On n'en parle jamais, évidemment, parce que c'est de loin, c'est pas dans notre culture zéro. Mais quand tu penses à un lutteur sumo, évidemment, tu penses au Japon. Tu penses à souvent juste des Japonais qui luttent entre eux parce que c'est genre leur sport à eux autres. Tu détrônes pas un Japonais au sumo, ça n'existe pas. J'ai vu un clip d'ailleurs de Micah Parsons qui est dans la ligne offensive maintenant des Packers de Green Bay, qui tentait sa chance contre un lutteur sumo qui, lui, a complètement ri de sa gueule. Alors qu'il tentait de pousser ce dernier, lui ne bronchait pas du tout. Mais écoute, ça prend beaucoup de force pour faire du sumo. Mais il y a un Ukrainien qui a percé la scène du sumo, de la lutte sumo. On parle ici de Danilo Yavushishin qui a quitté... Wow. Ouais, je sais, hein. Un Ukrainien. Un Ukrainien. Danilo Yavushishin. Il a quitté l'Ukraine, justement, 3 ans et demi passés, juste après que la Russie a lancé son invasion, bien sûr. Il est rapidement devenu une star au Japon, justement, où il compte parmi les meilleurs lutteurs de sumo. Et la nouvelle étant que, oui, il est très talentueux, il n'a seulement que 21 ans, mais il a battu l'un des meilleurs lutteurs du sport. Et quand on dit l'un des meilleurs, c'est dans le top 2 des meilleurs lutteurs sumo justement de ce sport-là. Il a vaincu un homme qui s'appelle Oshoryu, qui lui est né en Mongolie, qui, avec un autre lutteur sumo nommé Onosato, est né au Japon. Font partie des 2 meilleurs lutteurs les mieux classés du pays. Et tous 2 portent le titre de grand champion ou de Yokozuna. Et je ne savais pas qu'on intitulait quelqu'un par Yokozuna s'il était champion de sumo. Parce que Yokozuna, c'est littéralement un lutteur de la WWE. Et là, je viens de comprendre pourquoi il a ce nom-là. Et soit dit en passant, Yavushishin qui porte désormais le nom de ring japonais. Fait qu'il a changé son nom pour un nom de ring japonais à Aonishiki Arata. Et lors d'une conférence de presse qui a eu lieu hier, justement, il a choisi de parler presque exclusivement de son ascension dans le sport. Et c'est drôle de voir un Ukrainien se hisser dans les rangs du sumo. Ça veut dire que le sport est en hausse un peu partout, en espérant que ça vienne par ici. Pourquoi pas? On tente de s'exercer dans cette lutte sumo-là. J'aimerais voir un clip d'un Ukrainien qui se bat du côté sumo. Ça doit pas être genre comme la manière traditionnelle de le faire, tu sais. Les autres sont toujours un peu plus impulsifs, un peu plus dans le bagarre. C'est surtout comme comment est-ce qu'on en vient à prendre cette décision-là. C'est vrai, hein? C'est tellement inattendu. Comme, je veux dire, comment il a annoncé ça à son entourage? Genre, je m'en vais devenir un lutteur sumo. Il y a une guerre par ici, m'en va faire du sumo. Je vais aller redécouvrir ma vie comme ça. C'est très, très cool. Puis j'étais curieux, Mathieu, aussi, par rapport au mot Yokozuna, ça signifie comme corde horizontale, horizontal rope. OK. Apparemment. OK. Sure, aucune idée. Mais je sais pas c'est quoi l'idée nécessairement de ça. Peut-être que comme une horizontal rope, c'est quelque chose qui est impossible dans un sens. Comme, OK. C'est une corde... Ou genre très difficile à rester au-dessus. Ouais. Tu sais, je sais pas. C'est pas, mais c'est cool. C'est cool. C'est bien. Absolument, c'est drôle ça. Et bien évidemment, écoute, ça nous amène aussi à nos 3 étoiles de la semaine pour cette semaine. Et j'ai un pressentiment qu'on aura... c'est pour ça qu'il n'y a pas tes 3 étoiles décrites sur Harrison Brunicky, premier but en carrière dans la LNH. Justin Brazeau, meilleur buteur de la LNH présentement.
Et, C'est tellement faux. Pavel Dorofeev en a 4. Deuxième meilleur buteur de la LNH. Il y a sérieusement 4 buts. Oui, Pavel Dorofeev a 4 buts. C'est dommage. Ça, c'est mes numéros 2-3. Puis sinon, première étoile, il faut quand même que je fasse un shout tennis, Mathieu. Valentin Vachereau, qui est en... Pourquoi tu lèves les yeux? Il y a tellement des choses importantes qui se sont passées cette semaine. Valentin Vachereau, demi-finale Masters 1000 à Shanghai. L'homme le classé le plus bas à se rendre en demi-finale d'un Masters 1000 ever. C'est tellement improbable qu'il soit rendu si c'est ça que c'est, fair enough. Il a battu Bublik, oui. Laszlo Dierry, qui est pas mauvais aussi, Thomas Mahac, Talon Grigspor, Olga Rune, puis maintenant affronte Novak Djokovic en demi-finale. Donc, un autre Français cette année au tennis qui est allé d'une poussée après Loïs Boisson, bien sûr. Il y a eu Loïs Boisson, il y a eu Terence Atman aussi, qu'on a vu plus tôt cette année. Donc, côté français, tennis cette année, ça a été quand même une année révélation, quoi qu'il ne gagne jamais comme d'habitude. Classique. Classique. Moi, il y a des espoirs. Tu sais. Moi, je n'ai pas été zéro vers le Canadien de Montréal, même si j'aurais pu. En fait, c'est faux. Là. Ouais, whatever. J'aurais pu mettre Zachary Bolduc parce que je trouve que présentement, c'est l'un de nos meilleurs joueurs et c'est une excellente acquisition comparativement à Noah Dobson. Troisième étoile pour moi cette semaine sera Michael Age, puisqu'il a inscrit 7 points en 2 matchs du côté de la NCAA et le meilleur buteur pointeur plutôt de la Ligue présentement. Et on aime toujours ça, voir nos espoirs là, briller dans une ligue aussi compétitive. Deuxième, c'est McLaren, parce qu'ils ont gagné le championnat des constructeurs durant la dernière course de dimanche, bien évidemment. Félicitations, on s'en attendait tous. Et finalement, premier sur ma liste, eh bien, c'est Vladdy. C'est Vladimir Guerrero Jr. Écoute, 3 coups de circuit dans cette première ronde-là. Je dirais pas à lui seul, mais était de loin le plus grand facteur X de cette série-là. Un grand chelem quand ça en valait la peine. Coup de circuit de 2 coups, de 2 points dans un autre match. Et un coup de circuit de solo pour commencer un match. Bonjour. Ça a été vraiment une semaine spectaculaire pour Vladimir Guerrero Jr. Puis on va espérer que ça continue là, durant cette deuxième ronde des séries éliminatoires-là, bien évidemment. Voir les Jays en finale pour la première fois depuis, mon Dieu, je peux même pas te dire quand. Mais ça fait un bout. C'est à portée de main. C'est à portée de main, effectivement. Écoute, c'est ce qui termine aussi ce 76e épisode de Dans les Gradins, ou l'épisode... Ah, j'ai oublié. Non, c'est qui? 76. Non. C'est Radek Bank. Radek Bank. Merci d'avoir été parmi nous, bien sûr. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, qui sera numéro 77. Et le numéro 77 pour aller aller de plusieurs sens. Mais j'ai bien hâte de voir ce que tu nous réserves, bien sûr, Philippe. À mon nom de Landry, au nom de Philippe Giard, on vous souhaite une merveilleuse fin de soirée. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter tous ces épisodes côté audio sur Spotify et Apple Podcasts et bien sûr sur la chaîne 9 et 10 de Rogers TV. Sur ce, on se dit bon match. Une production de Podcast NB.